Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rick and Morty. C'est le dernier épisode de la saison, épisode 10 de cette saison de Rick and Morty. Regardez comment c'est beau. Miaou. Je bois le nectar de l'espace. Miaou. Miaou, miaou. Dans cet épisode, on va parler de quoi? Honnêtement, je suis pas sûr moi-même parce que je n'ai pas envie de parler de cet dernier épisode qui était cool. Et c'était un épisode narratif, et ça me casse un peu les couilles les épisodes narratifs. C'était rigolo à la saison 1, quand on parlait de faire des petits trucs. Que c'était la première fois qu'ils faisaient ça, mais maintenant que c'est un peu devenu la base, on s'en bat un peu les couilles. Et du coup, je vais vous parler d'autres choses à la place. Enfin, je peux vous dire mon classement des épisodes de Rick and Morty. Où j'ai mis mon putain de papier. Le classement des épisodes, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est... Alors, le top 1, j'ai mis l'épisode où il parodie les Avengers, épisode 7. Après j'ai mis l'épisode 5. Après j'ai mis l'épisode 4, l'épisode 6, l'épisode 1. Et du coup, mon top 5, mon top 3, c'est l'épisode où il parodie les Avengers. L'épisode 5, où ils vont sur une planète, ils vont dans un vaisseau spatial où les gens ont été cryogénisés, et il y a les riches et les pauvres, il y a les bosseurs et les profiteurs. Et ensuite, mon top 3, c'est épisode 4, c'est l'épisode de Pâques. 3 très bons épisodes, 3 classiques Rick and Morty. Et ouais, voilà. C'est mes 3 épisodes préférés. Mais j'en ai un peu marre de parler de Rick and Morty. Ça y est, en fait j'ai essayé de revoir tous les épisodes dans l'ordre, un peu d'une traite, pour un peu faire le feeling. Désolé, je suis malade. Pour un peu faire le feeling de quand t'es... Je vais mute mon micro pendant que je me mouche. Attendez. Eh non. Eh non, je sais plus comment on fait. Pardon. Mais ça fait partie du bail. C'est la grippe. Je voulais un peu regarder les trucs dans l'ordre. Pour qu'on ait un peu ce feeling, les Simpsons sur W9, c'est-à-dire voir les épisodes un peu à la suite, en français, sans pouvoir faire pause, en VF. Ce truc de regarder en VF, en français, c'est la même chose. Je dis que de la merde. Et ce truc de regarder les épisodes en VF, tous à la suite, sans pouvoir faire pause, comme si tu allais regarder sur W9 un samedi soir, comme si c'était les Simpsons, quoi. Et j'ai pas tenu, parce que les épisodes sont très inégaux. C'est-à-dire qu'il y a des très bons épisodes et il y a des épisodes vraiment où on s'ennuie, quoi. Et je pense surtout revoir les épisodes. Vous revoir des épisodes que tu as déjà vus, où tu connais déjà le twist et tout. Bah des fois. Des fois ça marche moins bien. Et c'est ça qui est dommage. Après les Simpsons, il y avait un peu les mêmes problèmes. Moi, quand tu les regardais à la suite, 10 000 épisodes à la suite, t'avais aussi ce truc où t'allais faire autre chose quand t'avais des épisodes que t'avais déjà vus. Mais là, après la saison, elle était bien. Mais c'est bien de regarder un épisode par semaine, un peu comme des animés, plutôt qu'à binge-watch. Je pense que c'est même un peu indigeste à binge-watch. C'est ce qui est un peu dommage. Après, si là j'ai regardé les épisodes de la même saison à la suite, et en vérité ça n'existe pas. Après, je sais pas, quand ils diffusaient les Simpsons, est-ce qu'il est diffusé dans l'ordre? Je pense pas, hein. Je pense qu'il est diffusé un peu dans le désordre, en fonction des thématiques, etc. etc. Mais il y a un vrai truc de...
C'est un peu indigeste à binge-watch Rick and Morty peut-être. Je sais pas. Mais c'est cool à picorer. Tu regardes un petit épisode de temps en temps, c'est... Comme j'ai regardé un épisode par semaine, et c'est très cool, hein. Cette saison était globalement bonne, avec des très bons épisodes et des très mauvais épisodes. Enfin non, pas vraiment de très mauvais épisodes, mais des épisodes qu'on aurait pu se passer, des épisodes que je vais jamais revoir, quoi. Mais en fait, l'inquiétude que j'avais au début du podcast de dire Rick and Morty, c'est plus le meilleur truc qui existe, parce que le monde a changé autour, il y a carrément des trucs meilleurs qui sont sortis en même temps. Et faut en parler, quoi. Je pense que la meilleure série de science-fiction de cette année, c'est la série Murderbot. J'en ai déjà parlé vite fait à la fin de l'épisode dernier, je crois. C'est une série où il y a un robot qui est un robot de sécurité. C'est une série qui se passe dans l'espace, dans une société, dans un futur assez lointain. Et ils ont un robot de sécurité. C'est une expédition scientifique. C'est une exposition scientifique sur une planète. Et ils ont un robot de sécurité. Et le robot de sécurité, il est tellement avancé que c'est un humain, quoi. Il a le visage d'un humain, il a le corps d'un humain. Il est un peu augmenté à l'intérieur, mais globalement, il a le corps d'un humain. Sauf que c'est un robot. Et sauf que c'est un robot. Normalement, les robots, ils ont un programme à l'intérieur d'eux qui leur empêche de faire ce qu'ils veulent. Sauf que lui, après une mission qui s'est passée bizarrement, il a plus... Oh, désolé, je suis malade. Il a plus le module de contrôle dans sa tête. Donc c'est un robot complètement libre. Et pour pas qu'on le tue, il fait semblant d'être toujours un robot soumis. Mais il est libre dans sa tête. Du coup, on entend son monologue intérieur, comment il juge les humains, comment il les comprend pas, et à la fois il les comprend, à la fois il les déteste, à la fois il les aime bien. Et il est super fan de séries. C'est-à-dire qu'il regarde des séries dans sa tête pendant que les humains parlent. Et ils ont l'impression que comme c'est un robot, il est stoïque, mais en fait, les écoute même pas, il regarde des séries. Et il y a une parodie de Star Trek, et c'est assez cool, c'est assez drôle, c'est assez... c'est une série tellement plus moderne, et comme ça se passe dans le futur, ça c'est un truc qu'ils font pas, que ça soit dans Blade Runner, dans Ghost in the Shell, etc. C'est que quand ils parlent du futur, ils parlent que de technologie, ils parlent que de... Même Black Mirror, hein. Ils parlent que de technologie, ils parlent que d'avancées scientifiques et ils parlent pas d'avancées sociétales. C'est-à-dire que dans Murderbot, il y a un trouble. Dans Murderbot, il y a ce truc de la parole positive, du management positif, etc. Il y a tous ces trucs qu'on commence à travailler aujourd'hui et dans le futur, évidemment, c'est complètement intégré à la vie et comment ils se parlent entre eux, comment ils sont bizarres, comment ils sont... Tu vois, c'est intégré dans la série, mais il y a aussi une critique de ça. C'est-à-dire qu'ils sont super woke, d'une certaine façon, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème et ça veut pas dire que il n'y a pas des conflits derrière cette hypocrisie, etc., etc. Et c'est assez réfléchi, assez intelligent, etc. Je trouve que c'est ce que Black Mirror n'arrive plus à faire. Après, je dis ça, j'ai pas regardé la dernière saison de Black Mirror, mais peut-être faudrait que je regarde. Par exemple, dans Black Mirror, après Black Mirror, c'est pas très longtemps dans le futur, mais il joue beaucoup sur ce truc de la société est la même, juste la technologie a changé. Tu vois, ça parle de perdre son mari, perdre son enfant, du surveiller son conjoint, etc. Alors que il pourrait juste parler du fait que dans le futur, il y aura des couples à 3, à 4. Il pourrait juste parler du fait que dans le futur, peut-être que on n'aura plus des parents attitrés. Ce sera le quartier qui t'élève, le quartier entier, c'est tes parents. Et en fonction de comment ils s'en sortent économiquement, tu as un fonctionnement un peu plus communiste, un peu plus village, qui ferait que les enfants, ce seraient les enfants de tout le monde. Et du coup, limite, tu peux choisir ton parent, tu vois. Et tu peux choisir chez qui tu veux aller, etc. Et ça, c'est pas de la technologie, c'est quelque chose qu'on pourrait faire maintenant. Il y a certaines civilisations qui sûrement font ça, où
t'es très proche d'un peu tout le monde et tu peux un peu choisir tes figures d'autorité. Ou un autre fondement qui pourrait changer bientôt, c'est le fait de perdre la propriété, que tout ça soit du lip service, les voitures dans la rue, ça soit du lip service, les appartements, ça soit du lip service, et qu'on ça soit de la négociation d'humain à humain pour les objets. Moi, j'imaginerais bien un monde où les téléphones, tu les prends quand tu as besoin de te connecter dessus, et après tu les jettes, limite tu les jettes dans la rue, quoi. Et je trouve que ça, c'est un truc que Black Mirror, il explore pas forcément, et les séries futuristes, ils explorent pas forcément, que la société, elle évolue pas forcément en termes de technologie, mais en termes de mœurs et de comment elle fonctionne, quoi. Que les gens, ils utilisent les téléphones comme ils utilisent les toilettes publiques, ou ils jettent les téléphones comme ils jettent des livres dans la boîte à livres, tu vois, il y a ce côté très disposable, très à disposition et tout. Ça, c'est des trucs qu'ils explorent pas trop. Et dans Murderbot, je vais pas vous spoiler la série, mais c'est hyper intéressant tous les trucs qu'ils arrivent à apporter et tout. C'est vraiment cool, c'est vraiment stylé. Et cette vision du futur est beaucoup plus intéressante que ce que même, parce que Rick and Morty, c'est un peu futuriste d'une certaine façon, vu que Rick, il a plein de technologies. Et je trouve en termes d'innovation, d'invention de science-fiction, c'était pas une très bonne saison de Rick and Morty. En termes d'histoire et de comédie, c'était un peu meilleur, mais en termes Murderbot a plus inventé dans cette saison que Rick and Morty durant les 3 dernières saisons, quoi. Et ouais, donc regardez Murderbot, si je peux dire une phrase pour vous donner envie de regarder. Euh, c'est un robot de sécurité qui a perdu la commande, qui fait qu'il est obligé de... Imaginez, vous êtes sur une planète hostile, limite la planète c'est Jurassic Park, tu vois. Sauf que vous avez un robot qui vous protège. Sauf que ce robot-là, bah, depuis le début, il faisait semblant d'être obligé de vous protéger. En fait, il n'en a pas besoin. Et du coup, ça fait un peu scénario d'horreur. Mais le robot, il est gentil, il est rigolo. Et il est accro à Star Wars. Il fait que regarder Star Wars au lieu de vous protéger et tout. Et quand il vous parle, il cite des citations de Star Wars, un peu comme un con. Et je la vends hyper mal. C'est assez subtil comme série, et assez intelligent, et très, très cool. Très bonne série. Et il dose super bien l'humour et l'action et la SF. Tout est super, tout est clean. Ça va jamais trop loin. C'est un peu gentil, tu vois. Ça va jamais trop loin dans la science-fiction. Ça va jamais trop loin dans la SF. Ça va jamais trop loin dans les côtés sociétaux et tout. C'est une série qu'on peut regarder en famille, je pense. Il n'y a pas de sexe. Il y a un peu des paroles un peu qui vont peut-être un peu loin, mais c'est une série plutôt gentille. C'est-à-dire, ils ont réussi. En plus, c'est pas une série d'animation. C'est une série filmée. Et il y a des monstres, et il y a des androïdes, et il y a des vaisseaux spatiaux qui sont super intéressants. Il y a des modules lunaires, il y a des modules sur Mars, il y a... En termes de visuel et d'effets spéciaux, en vrai, c'est un peu fou. Et il y a vraiment ce truc de... Franchement, c'est une très bonne série, c'est de la très très bonne surprise de cette année. C'est Murderbot, la meilleure série, c'est pas Rick and Morty, malheureusement. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu Karate Kid, le nouveau Karate Kid Legend, je crois, le film avec Jackie Chan au cinéma. Et c'est pas de la science-fiction, mais j'ai trouvé que là où ils ont réussi à faire mieux que Rick and Morty, c'est dans ce côté comment tu représentes la jeunesse, comment tu représentes les jeunes, comment ils se sentent, comment ils parlent entre eux, comment ils se comportent, comment ils sont mal à l'aise, comment ils sont dans le non-dit, comment ils s'envoient des SMS, comment ils parlent aux adultes, comment ils ont du mal avec leurs parents, etc. Je trouve que ce film-là, il est beaucoup plus, il est beaucoup plus réel dans la façon de raconter ça. Et ça a un côté un peu le tout premier Spider-Man de Marvel avec le nouveau Spider-Man, là, comment il s'appelle le Bouga Zendaya. Ben, il y avait ce côté très zoomer, très jeune, etc. qui, en vrai, est pas très représenté dans la pop culture.
Je trouve que Stranger Things, c'est une catastrophe. Mercredi, je pense que ça doit pas être ouf aussi. Emily in Paris, c'est une catastrophe. Représenter les jeunes dans ce côté hyper connecté, hyper drôle, hyper... En fait, les jeunes d'aujourd'hui, ils vivent un peu dans une série. Ils sont un peu le personnage de leur propre série. Ils ont tellement regardé des séries, tellement regardé des films, ils ont tellement la capacité de s'informer et d'être hyper, de se faire eux-mêmes que tu peux plus les représenter comme un peu con ou comme un peu ignorant. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui, il est quasiment jamais ignorant sur les sujets qui l'intéressent en tout cas. Et du coup, c'est assez difficile de d'écrire ce genre de personnage, parce que la façon facile d'écrire un personnage, c'est de dire il est con, tu vois. Mais sauf que maintenant, n'importe quel jeune, quand il sait pas quelque chose, il va chercher sur Google, et du coup, après, il le sait. Et du coup, il y a ce truc de ces jeunes qui sont super informés, qui sont littéralement augmentés, qui ont à portée de doigt toute la connaissance du monde. C'est quoi leurs défauts? C'est quoi, comment tu écris les nouveaux problèmes que ça apporte? Comment tu écris c'est quoi les angles morts, etc. Tu vois. Et c'est un peu des jeunes qui élèvent leurs parents aussi. Ça, c'est un truc qui revient souvent dans notre génération. Et j'ai trouvé que ce Karate Kid, il parlait super bien de ça. Et moi, je suis pas un fan de Karate Kid. Moi, j'ai bien aimé le Karate Kid avec Jaden Smith, là, où il y avait Jackie Chan et Jaden Smith, mais j'ai pas vu l'original de Karate Kid. Je m'en fous un peu. Ce Karate Kid-là, je pense qu'il était mieux que celui de Jaden Smith, parce que c'est hyper... le montage, il est hyper rapide, il y a des petites idées, presque que Scott Pilgrim-esque dans les effets spéciaux, dans les graphiques qui s'affichent. Tu vois, c'est pas des FX de fou, mais il y a des petits graphiques qui s'affichent. Dans le côté, il y a des points, c'est un peu stratégique et tout. Je pense que c'est un film qui est peut-être moins bien que le Karate Kid, avec moins risqué, moins ambitieux dans la mise en scène, dans le truc et tout, que le Karate Kid avec Jaden Smith. Et même, bah après je l'ai pas revu le Karate Kid avec Jaden Smith, mais il est un peu plus adulte parce que le personnage il est plus adulte aussi. Et du coup il y a un truc presque, bah après c'est un peu le problème de tous les films aujourd'hui, c'est que j'avais l'impression de regarder une bonne série, pas un film qui va me changer ma vie, tu vois, mais regarder un bon résumé de série. C'est-à-dire qu'il aurait pu les étaler en 5 épisodes de 30 minutes. Et là, ils l'ont fait 1h30 d'une bonne série, quoi. Et vraiment bien dosé et tout. Et il y a un début, une fin, qualitatif. On se fait pas chier à aucun moment. Le montage, il est hyper dynamique. Limite, j'aurais aimé que ça soit un peu plus long, tu vois. Tellement c'était bien, j'aurais aimé que ça soit un peu plus long. Ah, il y a des moments où ils sont un peu allés trop vite, où ils auraient pu rajouter des moments où le héros il galère un peu plus pour qu'on ressente un peu plus ce moment de tristesse, quoi. Là, ils vont vraiment efficace, le film. Hyper bien, franchement, je conseille. Oh, la lumière derrière, elle est morte. Est-ce que j'ai une autre lumière à portée de main pour le sauver? Hop. Vous êtes dans les behind the scenes ou quoi? Waouh, 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 je casse tout. Voilà, la lumière derrière. Mais du coup, on voit plus. Mais c'est l'album de 21 Pilots. Est-ce que c'est à l'endroit? Non, c'est à l'envers du coup. Du coup, c'est derrière le truc. Du coup, vous avez pu le voir hyper bien. Mais c'est pas grave. C'est l'album de 21 Pilots qui s'appelle... Oh, j'allais dire The Contract. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté.
Trench. Clancy. En fait, c'est un peu... 21 Pilots, c'est mon groupe préféré. Et je trouve que eux aussi... Bah après, ils sont dans un autre registre. Ils parlent beaucoup de maladies mentales. Et c'est peut-être ça, la série qui était... Une autre série qui était mieux que Rick and Morty encore, c'est qu'ils ont sorti un album. Et 21 Pilots, faut savoir que dans leur album, ils racontent une histoire. C'est l'histoire d'un groupe de rebelles qui s'appelle les Banditos, qui se battent contre un groupe de religieux qui ont enfermé toute une société dans dans une ville prison un peu qui s'appelle Trench, non, qui s'appelle Dima. Et c'est le combat entre les banditos qui essayent de libérer le peuple et les bishops qui essayent de les enfermer. Il y a plein de choses intéressantes et limite le lore, etc. Il est incroyable. En plus, c'est de la musique, tu vois. Du coup, tu te dis comment tu peux développer cet univers visuel et technologique dans des clips et dans des trucs comme ça. Ils sont trop forts. C'est mon groupe préféré, quoi, 21 Pilot. Et par exemple, juste pour vous, je vais pas vous spoiler entièrement l'histoire, mais pour vous donner quelques points intéressants. C'est c'est moins terre à terre que les séries qu'on regarde. C'est beaucoup symbolique et beaucoup presque spirituel, quoi. C'est que les banditos, ils ont des torches et les bishops, ils ont des néons. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à créer de la lumière. Et comme les bishops de Dima, ils représentent tout ce qui est faux, tout ce qui est, tout ce qui est qui est de la manipulation, tout ce qui est dans le contrôle des gens, tout ce qui est dans le fait de t'empêcher de faire des choses. Et du coup, là où ils essayent de copier les banditos qui sont libres, ils ont créé des néons qui sont des fausses lumières, qui sont des lumières artificielles. Et par exemple, ils ont mis des tombes, sur les tombes, ils ont mis des néons. Du coup, il y a des tombes avec des néons, tu vois, ça c'est un truc très cyberpunk, je trouve. Tu vois, quand tu regardes le cimetière de Dema, tu vois plein de néons qui sont alignés les uns derrière les autres, et il y a un côté très glauque, très cyberpunk, quoi, c'est vraiment fou. Et la société de Dima, c'est juste des cylindres de pierre gris, un peu nuls, un peu dégueulasses, tu vois, c'est très communiste, nul, société complètement dystopique de fou. Et par exemple, les banditos, ils ont, ils sont dans la nature, ils ont des tentes, ils sont autour du feu, ils ont des habits militaires, ils sont habillés beaucoup en jaune. Et il y a un autre truc aussi, c'est que les bishops, ils peuvent pas voir la couleur jaune. Du coup, c'est pour ça que les banditos, ils sont habillés en jaune, parce que c'est une couleur qu'ils n'arrivent pas à voir, les bishops. Eux, ils sont toujours en rouge. Et en termes comme ça a l'air un peu débile quand tu le dis comme ça. Mais en termes de symbolique, le jaune, c'est une couleur d'espoir, un peu, c'est une couleur de bonheur, etc. Là où le rouge, ça rappelle plus le sang, ça rappelle plus des trucs, des alarmes, des trucs comme ça. Du coup, ça aussi, c'est hyper intéressant. Mais aussi, dans le feu, il y a le jaune et le rouge. Et là où c'est intéressant, c'est que si on regarde la pochette de l'album, hop, voilà, on va pas bien la voir, il est au mon téléphone. Si on regarde la pochette de l'album, est-ce que je vais réussir à l'éclairer? La pochette de l'album, elle est rouge et jaune, tu vois. Il y a le jaune qui sort de la tête des deux personnages, et il y a le rouge qui est dans le fond, et ça représente le fait qu'ils vont foutre le feu à Dima. Et, et finalement, ce qui est rigolo, c'est qu'en France, on est censé être le pays de la révolution, et le pays de la manifestation, etc. Et en fait, c'est les pays extérieurs à la France qui sont beaucoup plus bandeurs de la révolution que nous. Et ce que ça raconte,
21 Pilots et leurs derniers albums, c'est des gens qui essayent de faire la révolution, quoi. C'est des bandeurs là, ils montent, ils s'organisent entre eux, ils ont leur code, ils ont leurs signes pour se reconnaître, etc. Et ils ont tout un truc de... C'est des gens qui essayent de faire la révolution. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le dernier épisode, j'allais dire, mais dans la dernière... En fait, à chaque album, t'as un petit morceau de l'histoire, tu vois. Et dans la dernière évolution, euh, on se rend compte que le héros, le personnage principal, bah, il est en train de trahir les banditos. C'est-à-dire que c'est lui l'élu, c'est lui qui est censé être le meneur et sauver tout le monde. Et il part un peu dans des conneries d'ego, tu vois, un peu dans le truc qu'on parle souvent à gauche. C'est que la gauche, le problème de la gauche, c'est qu'il y a beaucoup trop d'ego. C'est qu'il y a trop de gens qui veulent se la jouer perso. Bah, c'est les politiques qui arrivent jamais à s'entendre, qui sont prêts à gâcher le jeu pour tout le monde juste pour avoir leur petite place. C'est-à-dire la gauche qui refuse de laisser Mélenchon gagner, quoi, en gros. C'est un peu ça, c'est que le mec, il se dit je vais arrêter de suivre le plan des banditos, je vais m'en sortir tout seul, et je vais tellement être fort tout seul que ça va inspirer les gens. Et c'est un peu ce truc où le personnage principal, il veut plus obéir. Et un dernier truc intéressant avec 21 Pilots, c'est qu'il y a un moment, en fait, c'est un groupe qui est très sombre, qui parle de trucs très sombres, qui ont des sonorités très électro, ils parlent beaucoup de dépression, il y a un truc très rock, très musique électro, musique sombre, tu vois. Globalement, c'est très sombre de manière sonique. Pardon. Et à un moment, ils ont sorti un album qui s'appelle Scaled and Nicey. C'était leur album du confinement. Mais ils ont pas dit que c'était pour le confinement, évidemment. Et je vais vous montrer la pochette. Scaled and Nicey. Tac. Et vous voyez l'album, la pochette d'album. Vous allez réussir à voir. Waouh. On voit absolument rien. On voit un tout petit peu. Est-ce qu'on va réussir? Vous voyez la pochette d'album, elle est rose, il y a un dragon. C'est très pop, c'est très... c'est presque un dessin animé, tu vois. C'est très à l'inverse de ce qu'ils sont censés être. Je vais vous montrer les autres pochettes. Et si je vous montre les autres pochettes d'albums, ouais, on voit un peu. Hop, je vous les mets à peu près. Ça, c'est leur premier album qui a marché, Blurryface. Et à côté, il y a Trench. C'est un album très sombre où il y a juste un oiseau sur la pochette. Et c'est noir et jaune. Et après, il y a Clancy. Et en fait, bah déjà ça, un easter egg, je l'ai un peu dans tous les sens, mais cette pochette avec les ronds là, bah ça représente, c'est un album qui a 9 chansons, en fait qui a 13 chansons on va dire, mais il y en a 9 principales où c'est 4 singles, et c'est vraiment leur album où ils ont percé, tu vois, c'est l'album où il a décidé de prendre des nouvelles sonorités dans sa musique, et c'est un peu ces 9 chansons qui ont été les piliers de sa carrière, c'est-à-dire qu'il y a des chansons qui ont fait 1 milliard de vues, quoi. C'est vraiment ces chansons-là que les gens y connaissent. Et je trouve ça fascinant déjà parce que le Boog est trop fort. Il a dit je vais faire 9 chansons, les 9 chansons vont être incroyables et ça va être le pilier de ma carrière. C'est un peu fou de dire ça et d'y arriver, quoi. Et ces 9 cylindres, bah, c'est les cylindres de Dima. Tu sais, Dima, la société où la ville c'est que des bâtiments en forme de cylindre. Bah, c'est ces 9 cylindres-là. Et le mec, on est en 2016, il avait déjà prévu ce qu'il allait faire en 2018. C'est-à-dire 10 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il a commencé à écrire une histoire en 2015,
Et en 2024, il continue cette histoire-là, et il la rend de mieux en mieux avec les clips qui sont de plus en plus fous, où il y a vraiment la révolution dans ces clips. Genre, il y a l'armée et tout, il y a des combats, il y a des trucs en 3D et tout. Vraiment, je vous encourage à aller regarder les clips dans l'ordre à partir de la chanson qui s'appelle Stressed Out. Vous regardez tous les clips dans l'ordre et vous allez voir, enfin non pas forcément Stressed Out, à partir de Jumpsuit, vous regardez tous les clips dans l'ordre. Vous descendez sur leur page YouTube et vous regardez tous les clips dans l'ordre et vous allez voir qu'il y a une histoire, quoi. C'est un truc de fou qu'ils aient fait une histoire. Ils ont fait de la fiction. C'est comme s'ils avaient fait un film ou une série plutôt qui continue. Bah, plus un film parce qu'en vrai, la qualité de technique que ça, ce serait plus un film, quoi. Et ça avance, ça avance, ça avance, et plus ça avance, plus c'est bien. Et le dernier truc qu'ils ont fait, c'est limite. Il y a des effets spéciaux à la Marvel, quoi. Il y a de la caméra en 3D, l'escalade d'une tour, il y a des zombies, etc. C'est vraiment une dinguerie, quoi. Et ce qui est trop fort, c'est qu'il a écrit une histoire en direct et on le voit pendant 10 ans écrire cette histoire-là. Et c'est à la fois l'histoire, elle est hyper intéressante et dans plein de points que je pourrais pas vous développer. Et je sais même pas, est-ce qu'on peut l'expliquer cette histoire? Parce qu'il y a beaucoup de trucs où il joue avec les réseaux sociaux, il joue avec les fans. Et en fait, même dans leur communication, je peux vous montrer, parce qu'évidemment j'ai pris l'édition collector, dans leur communication, à un moment ils ont arrêté de communiquer et juste ils envoyaient des mails ou des tweets avec des lettres comme ça. Et genre, le groupe, il parlait plus sur les réseaux sociaux, mais il y avait des sites qui s'appelaient dema.org, où tu pouvais retrouver ces lettres-là, et c'est le personnage principal qui envoie des lettres au bandito, où il raconte des trucs. Et, euh, et dans ces lettres-là, bah, tu pouvais comprendre que l'histoire, elle continuait d'avancer, quoi. Et ces lettres-là, fallait les chercher sur un site bizarre, et du coup, ça faisait comme un jeu de pistes pour les fans, tu vois. Et c'était une autre façon de raconter l'histoire encore, et c'est trop fort, quoi. Là, en fait, ils ont fait un film avec le budget de clip, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire un film pour, je sais pas, même pas 100 000 euros, quoi. Tu vois, il y a des schémas, il y a de la magie, évidemment. Les bishops, ils font de la magie maléfique, tu vois. Il y a la carte de Dima, etc. Et c'est vraiment, en vrai, bah après, c'est pas seulement maintenant, tu vois. Mais c'est vraiment la meilleure série. Et voilà la ville. On voit pas trop, mais c'est vraiment hyper fort. Et c'est sûrement l'œuvre qui m'a le plus marqué, quoi. C'est ça que je veux faire en vérité. Pas que en musique, mais en termes de série et tout. C'est vraiment l'œuvre, le genre d'œuvre que j'aimerais faire, où c'est cross-média. C'est-à-dire c'est à la fois de la fiction sur YouTube et à la fois sur les réseaux sociaux, bah, ils postent En fait, c'est à la fois un livre, à la fois de la musique, à la fois des clips. Il y a vraiment un hymne, des banditos. Ils ont une poignée de main. Et dans les concerts, il y a ce truc où, comme les banditos, ils ont un uniforme, bah, les gens, ils venaient au concert avec l'uniforme des banditos. Et il y a eu, quand ils ont sorti l'album Scale and Icy, qui est l'album du Covid, et à la fois, il y a plusieurs tons de lecture aussi, c'est incroyable, c'est 21 Pilot, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu peux lire l'histoire du point de vue de c'est Dima, et c'est les banditos qui combattent les bishops, et c'est le bien contre le mal, blablabla, blablabla. Et à la fois, c'est le créateur c'est Tyler Joseph, le mec qui écrit des chansons, qui parle de son rapport au fait d'écrire des chansons. Ça parle de son rapport à l'industrie de la musique, à comment il a l'impression que l'industrie de la musique veut le contrôler, à quel point il sent que lui, ce qu'il aime faire, c'est des concerts, mais que pour pouvoir faire ses concerts, il faut qu'il sorte des albums, il faut qu'il retourne en studio,
Et à chaque fois qu'il retourne en studio, il a cette boule au ventre, il a cette impression de recommencer à zéro et de devoir reconstruire une ville avec 9 chansons piliers qui vont lui permettre de s'échapper de cette ville pour aller faire le tour du monde. Et il y a ce truc de... Tyler, c'est à la fois euh, le héros Clancy, c'est-à-dire le mec qui veut se rebeller, qui veut machin, et c'est à la fois le contrôle freak de Blurryface qui veut contrôler les choses. Et c'est fascinant. Et aussi, ça parle d'angoisse, d'à quel point tu veux faire des choses, mais l'angoisse te rattrape. Les bishops, c'est des représentants de l'angoisse, c'est-à-dire que ça te fait des... C'est des gens qui t'enferment, qui te contrôlent, et dans leur religion, euh, la... le but de leur religion, c'est de dire que la seule façon d'atteindre le paradis, c'est de se sacrifier, c'est de se suicider, c'est de se tout donner pour le capitalisme. Hein. Vous pourrez dire pour la société, mais c'est pour le capitalisme en gros, de tout donner aux bishops et d'ensuite mourir. Et les bishops, ils ont le pouvoir de prendre le contrôle des gens qui sont morts. Tu vois, il y a ce truc de... Tu deviens un zombie parce que ça nous sert, tu vois. Et il y a même un moment, bah c'est le fameux épisode de Scaled and Icy, qui veut dire des écailles et du froid, mais qui aussi veut dire scale back and isolated. Ça veut dire on redescend, on se remet, on y va mollo et on est isolé. Et du coup, c'est le Covid, tu vois. Pendant le Covid, on attend, quoi. On attend de voir qu'est-ce qui se passe et on s'isole les uns des autres. Et du coup, pendant le Covid, bah, ils voulaient plus faire de la musique sombre. Parce que faire de la musique sombre quand le monde va bien, bah, c'est dire la vérité, c'est dire que je vais mal même si le monde va bien. Mais faire de la musique sombre quand le monde va mal, c'est juste encourager les gens dans le mal. Du coup, il a fait un album très lumineux. C'est un album très Bruno Mars presque. Et comme ils sont trop forts, ils savent faire... Ils font du reggae, ils font du rock, ils font du métal, ils font du ukulélé, ils font tout et n'importe quoi. Là, c'est sa période un peu Bruno Mars, tu vois. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans ce truc de faire du Bruno Mars, bah, les trucs, ça parle aussi de lui, sa façon de faire la musique et d'appréhender la musique. C'est qu'il aime beaucoup changer. C'est-à-dire que quand il a fait Trench, qui est un album très électro, très rock, très rebelle, quoi, très... En fait, il y a toujours, dans la composition de ces albums, j'ai l'impression que je suis complètement fou et que je tourne en rond. Mais Rick and Morty, on parle de séries, de trucs que je kiffe. En fait, leur album Blurryface, c'est leur album qui les a fait péter. Il y a des sons à 1 milliard de vues dessus. Il y a Ride, il y a Stressed Out, il y a Lane Boy. Et c'est quand même assez sombre, assez reggae, assez rock, assez électro. Et du coup, c'est très sombre et c'est très pop. C'est très presque dubstep. Après, dubstep, c'est un peu nul de dire ça, mais c'est très musique actuelle. Il y a du rap aussi, il y a beaucoup de rap. Du coup, c'est très musique actuelle, très ça va marcher. C'est leur album où ça va marcher, quoi. Ensuite, il fait Trench derrière. Et Trench, c'est jaune et noir. Et c'est très. J'ai pas aimé être populaire. J'ai pas aimé ce côté où on va à des événements, ils en ont rien à foutre de nous. On a gagné un Grammy, et il y a Shakira d'un côté et Katy Perry d'un autre côté. Tu vois, c'est pas là qu'on est censé être. On est censé être les rebelles du truc. Du tout, Trench, c'est très un album qui affirme ce truc-là, au lieu d'aller encore plus dans la pop et de devenir le groupe, presque un groupe de K-pop, quoi. Bah non, ils vont dans un truc beaucoup plus sombre, beaucoup plus rock, beaucoup plus rap, reggae, un peu presque latino dans des trucs, et du coup c'est beaucoup plus underground. Et du coup l'album il a un peu moins marché, mais il a la critique ils ont plus aimé, mais ça a été un peu moins populaire évidemment parce que l'album d'avant il a fait 1 milliard de vues quoi. Et après l'album d'après,
ben, il repart dans ce truc très pop, très assidu. Tu vois, il y a ce truc de... C'est un truc qu'il a dit, c'est que à chaque album, à chaque fois que je me lance dans un nouvel album, déjà, tu vois, c'est ce truc angoissant qu'il aime pas, de retourner à la feuille blanche, le retour d'un cycle où je dois faire ces chansons, et si j'arrive pas à faire ces chansons, bah, ça va être difficile pendant 3 4 5 ans, et du coup, il y a cette pression, et à la fois, il y a ce côté, il y a plein de gens qui viennent te casser les couilles, te dire ouais, tu devrais faire une chanson comme ça, tu devrais faire une chanson comme ça, tu devrais faire. Parce qu'il y a les labels, il y a les trucs et tout. Et il y a ce truc de. Il écrit, il en parle beaucoup de ça, de la vie c'est un cycle, je suis dans un cycle et je suis enfermé. Et à chaque fois j'ai l'impression que je m'échappe du cycle parce que j'ai fait les bonnes chansons, parce que j'ai fait le bon album. Et en fait non, je me retrouve là. Je me retrouve là à devoir tout recommencer, à avoir perdu tout le progrès que j'avais fait et à devoir recommencer à zéro quoi. Et il y a ce truc de hyper intéressant où il parle de. Parce qu'en fait, il écrit de la musique principalement pour parler de ses états d'âme. Et parfois, presque il y peut rien, quoi. Il écrit la musique qu'il a besoin d'écrire. Et les gens, si les gens aiment pas la musique qu'il a besoin d'écrire, bah, ça a des impacts sur sa vie, quoi. Et il en parle de façon très cool. Et je vais arrêter de parler de 21 Pilot. C'est un podcast également. Même si c'est hyper intéressant, vraiment, si je peux vous conseiller deux trucs, c'est Murderbot et les clips de 21 Pilot, regardez-les. À partir de la chanson, vous allez sur leur chaîne YouTube, vous faites vidéo, et vous descendez jusqu'à le clip de Jumpsuit, et vous regardez dans l'ordre. Jusqu'à le dernier truc qui est sorti, vous allez voir une histoire qui se dessine. Et juste pour parler du dernier truc en date, enfin pas du dernier truc, mais d'un truc que je trouve qui est intéressant dans ce truc de parler de science-fiction, c'est que Scale ici, c'est un album qu'il voulait faire. Il voulait faire, comme il avait fait Trench, où c'était très underground, l'album d'après, il voulait faire un album super pop. C'est-à-dire que lui, qui on a l'impression dans sa façon de faire de la musique et tout, que c'est un rebelle, que c'est quelqu'un de très underground. Mais en fait, il aime faire de la chanson pop en vrai. Il aime beaucoup les sonorités pop, vraiment être. En plus, il a des enfants aujourd'hui, donc il a envie d'être hyper populaire. Et ça se sent dans sa façon de faire de la musique, où il fait jamais des chansons juste pour faire des chansons, juste pour dire des choses. C'est que c'est toujours très mélodique, très intéressant. Il y a toujours un truc à la fois dans les paroles, à la fois dans la sonorité, à la fois dans la façon de chanter. Il y a toujours quelque chose. Ils font jamais la même chose. Ils explorent toujours quelque chose. C'est que tu sens que lui s'amuse et du coup tu t'amuses avec lui. Et dans ce cas-là ici, sa façon de justifier le fait que cet album il était très pop, c'est qu'il avait envie de faire un album très lumineux dans un monde très sombre. C'est toujours cette idée de contraste. Là où le monde il est très lumineux et hypocrite, eux ils vont être très sombres et réels. Et d'un coup le monde il devient très sombre et presque fin du monde. Et du coup ils sortent un album très lumineux et presque naïf, tu vois. Et comment ils ont justifié ce côté naïf, c'est que dans le lore de cet album-là, euh, Clancy, qui est le personnage principal, qui est le leader des banditos, bah, il s'est fait enfermer par des Dima et ils veulent se servir de lui comme de la propagande. C'est-à-dire que l'album Scale and Icy, c'est de la propagande de Dima pour dire que c'est super bien Dima, on a changé, maintenant on est gentil, maintenant on est beau. Il y a un truc très Bruno Mars, tu vois, où tu vois, il y a un truc qu'ils ont fait, c'était un concert en live stream, où c'est une pièce de théâtre, où tu le vois, il est enfermé entre deux présentateurs télé qui lui posent des questions un peu débiles, un peu, tu vois, présentateur télé américain très faux, tu vois, ce truc très hypocrite, et lui il est enfermé dans ce truc-là, et à travers ces chansons qu'il a été obligé d'écrire, très pop, très dansante, très souriante, tu vois, tu entends le sous-texte où il est en mode venez me sauver, quoi. Ou à la fois dans la chanson il dit j'ai pas besoin qu'on vienne me sauver, et à la fois tu sens qu'il appelle à l'aide, quoi. Et c'est hyper intéressant, c'est incroyable. C'est-à-dire c'est ce truc de
je saurais même pas comparer à quelle œuvre, mais ça parle de propagande et ça parle de comment tu crées de l'art sous la propagande et comment tu fais pour cacher des messages dans la musique pour qu'elle raconte à la fois quelque chose de très lumineux, quelque chose de très sombre, qu'elle se dise à la fois venez pas me sauver et sauvez-moi. C'est-à-dire, comme s'il disait, après en anglais forcément c'est plus parlant, tu vois. Mais pour vous expliquer ça en français, c'est comme s'il dit je n'ai pas après en anglais, en français ça marche pas parce qu'on dit je n'ai pas besoin d'aide. Euh, alors qu'en anglais on dirait plus aidez-moi pas, tu vois. S'il dit nobody is coming for me, et du coup il dit personne ne viendra me sauver. Et à la fin de la chanson, il répète come in for me, come in for me, come in for me en regardant la caméra en mode personne ne va venir me sauver. Et après il dit sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi en regardant la caméra. Tu vois, d'un côté, il y a ce truc où il dit dans le côté propagande, il dit arrêtez de vous rebeller, ça sert à rien, des mails sont gentils et personne va venir vous sauver. Et à la fois dans le côté contre-propagande, il dit venez me sauver. C'est Après c'est difficile à expliquer. Il faudrait que j'en fasse une vidéo à part quoi. Mais c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à construire en termes de récit, en termes de comment ça parle du monde et tout. Et l'album Trench, non l'album Clancy, bah, ça parle il a réussi à se libérer de la propagande, il a réussi à se libérer du contrôle des bishops, et il redevient ce rebelle et il revient pour sauver les gens qui sont encore enfermés. Et l'album Breach, qui va être le prochain album, ça parle de... On a l'impression qu'il va trahir, qu'il va libérer le peuple, mais il va pas le libérer de la façon dont les banditos ils avaient envie, tu vois, il va les trahir. Et le premier single qui s'appelle Contract, ça parle du fait que 21 Pilots, ils sont plus sous contrat. Du coup, ils ont plus l'obligation de sortir des albums une fois tous les 3 ans. Ils ont plus d'obligation en fait. Et du coup, il y a ce truc de... Ça parle de cette angoisse, maintenant qu'ils ont plus de contrat à respecter, maintenant qu'ils se sont libérés de leurs contrats, de leurs obligations, mais aussi du soutien de Sony, de Universal, d'énormes compagnies qui les a rendus riches à hauteur de plusieurs millions de dollars. Maintenant que c'est leur argent à eux qu'ils investissent dans les albums, comment ils se sentent, quoi. Et ce côté angoissant de on est sorti d'un contrat, et maintenant c'est nous, on écrit les contrats, et c'est dur, quoi. Ça parle d'indépendance. Et voilà. Cet épisode de Rick and Morty qui a parlé plus de 21 Pilots, mais c'est vraiment Murderbot. 21 Pilots, c'est plus intéressant de Rick and Morty. Et c'est quand même bien Rick and Morty. Et pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a Futurama qui va revenir. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même bien. La prochaine saison de Futurama, je crois, elle est en septembre. Donc regardez, hein, ça va être cool, Futurama. Et il y a Star Trek Lower Deck qui continue. Moi-même, je n'ai pas continué, donc je suis un connard. Hein. Mais c'est sûrement bien, donc continuez de regarder. C'est un peu par un des créateurs de Rick and Morty en plus. Donc ça doit être sûrement très bien. Il y a Cyberpunk Edge Runner saison 2. Cyberpunk aussi, c'est une série qui est mieux que Rick and Morty. Hein. Et même le jeu vidéo, il est mieux que Rick and Morty en vérité. Mais Cyberpunk de Studio Trigger, qui est une adaptation du jeu vidéo, mais c'est pas vraiment une adaptation du jeu vidéo, parce que ça prend un personnage qui est pas dans le jeu vidéo, mais ça adapte l'univers, c'est-à-dire que c'est la même ville, c'est le même univers, mais c'est un personnage qui est pas dans le jeu vidéo. Et il y a une saison 2, et ça va prendre d'autres personnages complètement différents, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose d'assez traumatisant dans la saison 2, et c'est pas un reboot, et c'est pas en fait, il s'est pas vraiment passé ça, en fait, ça va mieux, non, ça va pas mieux. Ça va pas mieux, mais on va avoir d'autres personnages qui vont essayer de s'en sortir eux aussi, et qui vont peut-être pas y arriver. Et ouais. Il y a Panty Stalking, que je peux aussi vous conseiller,
qui est une série qui est pas science-fiction, mais quand même un peu quand même. Et c'est du même studio, c'est Studio Trigger, encore une fois. Studio d'animation de fou, le meilleur studio d'animation du monde. Je dirais même que c'est un studio qui est plus, qui est plus fort que Ghibli, qui est plus fort que tout, en fait. En fait, Ghibli, là où c'est un peu des connards, c'est qu'ils font de l'art très populaire, tu vois. Là où Studio Trigger, ils font de l'art ultra populaire aussi, parce que Cyberpunk, c'est l'anime of the year. L'année où c'est sorti, c'est hyper populaire, mais c'est beaucoup plus punk. C'est beaucoup plus fou. Cyberpunk, c'est un peu le Fight Club des années 20, quoi. L'année 2020, je dirais. Et du coup, allez voir Fight Club aussi. Fight Club, c'est une très bonne série. C'est un très bon film. C'est un peu vieux, mais même en termes de ton, en termes de comment c'est fait, en termes de ce que ça raconte, ça a beaucoup influencé ce qui existe aujourd'hui. Et je pense qu'il y a personne n'a réussi à recréer ce truc. Au Fight Club en série, ce serait incroyable. Mais personne n'a réussi à recréer ce truc de... Fight Club, ça a un propos. Et ça va à fond dans ce propos du début à la fin. Et c'est hyper cohérent et c'est hyper fort. Tu vois, Fight Club, il y a un narrateur. Et ouais. Et du coup, là, je vais vous balancer plein de séries. À Bref 2, c'était cool. C'était moins drôle que la saison 1, mais c'était cool quand même. Plutôt woke dans le bon sens et tout, alors que la saison 1, il répare un peu les défauts de la saison 1 en étant hyper woke dans la saison 2 et en ayant un personnage féminin fort, quoi. Et en parlant de trucs qui étaient woke trucs qui étaient un peu boys club et qui est devenu woke, il y a Scott Pilgrim en dessin animé. C'est un peu la suite du film où le film on lui a reproché d'inventer le personnage de la Manic Pixie Dream Girl de Ramona Flowers. C'est-à-dire que ce personnage féminin qui n'a pas vraiment de personnalité, elle est juste jolie et mystérieuse et c'est juste la motivation du héros, quoi. Et dans Scott Pilgrim, la série animée, bah, c'est du point de vue de la fille et ça montre un peu ses défauts à elle aussi, à quel point elle apporte. Bien sûr, c'est Scott le problème, mais elle, elle est pas non plus toute rose non plus, et ça lui apporte beaucoup plus de profondeur. C'est un peu une série qui vient réparer ce que le film il a créé, et c'est hyper intéressant ce truc de la rédemption. Et ils font ça dans Bref 2, ils font ça dans Scott Pilgrim 2, et ouais, voilà, en gros plein de trucs à regarder. Et qu'est-ce qu'il y a à regarder? Il y a Dan Dadan, c'est incroyable aussi. Et je vous conseillerais aussi, moi-même j'ai pas vu donc je suis un connard, la personne qui a fait la série Nishiju, qui est une série très comique, très absurde, très japonaise, où il y a de la très bonne animation, de l'animation du niveau de One Punch Man pour faire des blagues. Du coup c'est incroyable quoi. Et à ce niveau d'animation là pour faire des blagues, bah, il a fait une nouvelle série qui s'appelle City, ou The City, je sais pas, c'est sur Prime Video. Et au pire vous cherchez sur Google Nishiju suite et vous trouverez le truc et ça a l'air super bien. Bah déjà Nishiju c'est tellement un ovni que c'est forcément la suite c'est forcément bien quoi. Et en dernier conseil, parce que c'est la fin de ce podcast, en vrai je sais pas quand est-ce que je relancerai un podcast, sûrement je vais relancer un podcast, mais je pense que je ferai un podcast plus pour parler de création sur internet et de création sur de courts-métrages indépendants ou de livres ou d'autres formes que de séries télé, parce qu'en vrai, les séries télé et tout le monde le fait, quoi. Et c'est un produit d'appel, un peu. Et en vrai, je me suis rendu compte que ça m'intéresse pas tant que ça. En fait, je suis un peu un connard qui aime pas les trucs populaires, quoi. Et du coup, je ferai quand même des trucs ponctuels sur les grosses sorties, quoi. Parce que c'est cool. Mais je pense que j'aurai des podcasts sur des trucs plus niches, plus des trucs qui ont vraiment besoin de lumière, quoi. Qui me font kiffer. Ce que j'ai prévu, c'est j'aimerais bien faire des interviews de gens qui écrivent des livres et qui les mettent sur Amazon et il n'y a pas grand monde qui les lit, tu vois, des auteurs de livres indépendants. J'aimerais bien faire des interviews de gens qui font des dessins animés sur Internet, indépendants. J'aimerais bien faire des interviews de gens qui font des courts-métrages de comédie indépendants, c'est-à-dire qu'ils les envoient au festival ou qu'ils les mettent sur YouTube. Et voilà, les trois podcasts que j'aimerais faire.
Et après, je ferai sûrement du Twitch ou des trucs comme ça. J'aimerais bien faire un truc pour parler de musique aussi. Parce que j'aime beaucoup Olivia Rodrigo, j'aime beaucoup Ash Nico, j'aime beaucoup 21 Pilot, j'aime beaucoup Lana Del Rey, j'aime beaucoup d'artistes TikTok pas très connus. En fait, je tombe sur des... J'aime Upsa, qui est trop forte aussi. J'aime... je sais plus comment elle s'appelle. J'aime à peu près tous les artistes qui sont sur la soundtrack du film Harley Quinn. Il y a que des artistes féminines et elles sont trop fortes. J'aime beaucoup Doja Cat, tout l'univers qu'elle a créé dans Scarlett, tout l'univers qu'elle va créer dans son prochain album. J'aime beaucoup Little Nas X, tout le visuel de ses albums, le dernier EP qu'il a sorti, il y a des visuels de fou. Très gai, flamboyant, c'est incroyable. J'aime beaucoup Bruno Mars, Silk Sonic, leur dernier album, incroyable, très années 70, nostalgique, mais à la fois la musique très moderne, très folle. C'est vraiment, il y a des vrais trucs, quoi. J'aime beaucoup Donald Glover, dans son dernier album, il a sorti des clips comme s'il allait faire un film, lui aussi, c'est-à-dire son clip, ça a été une excuse pour faire un, un pitch du film qu'il veut faire, quoi. Et du coup, ça aussi, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup la série Atlanta de Donald Glover aussi, où c'est le Black Mirror des Noirs, quoi. En vrai, on va parler français, quoi. Surtout la dernière saison. Si vous avez jamais vu Atlanta, vous pouvez vraiment regarder juste la dernière saison d'Atlanta et vous allez comprendre, hein, parce que c'est des épisodes un peu concept, un peu Black Mirror, quoi. Et ça parle. Il y a un épisode où ça parle du fait de les Noirs, ils demandent la réparation de l'esclavage et ils réussissent à l'avoir, sauf que pour avoir cette réparation, il faut que tu passes devant un comité où ils décident si tu es assez noir ou pas. C'est un comité de noirs américains qui décide est-ce que tu es assez noir pour avoir l'argent pour la réparation de l'esclavage ou pas. Et c'est un garçon métis qui essaye qui se sent noir, mais qui, comme il traîne que avec des blancs, bah, au final, il n'est pas assez noir. Et il y a un épisode qui parle de comment les noirs ils font quand ils font de la charité, quand ils participent à des actions avec des grandes marques comme Adidas, comme Nike dans le luxe, comment ils font pour à la fois se mettre bien eux parce que c'est des opportunités d'argent de fou et en même temps pas trahir le fait que c'est des noirs et que ces marques de grande fortune blanche c'est un peu des racistes, quoi. Et ça parle d'un milliard de trucs et c'est trop fort Atlanta. Et mon dernier conseil ce sera Keroro. Et là c'est un conseil où vous n'avez pas d'excuses pour pas regarder parce que Keroro c'est disponible entièrement sur YouTube. Après, c'est en anglais, mais je crois que si vous mettez les sous-titres automatiques de Keroro et que vous mettez traduire les sous-titres en français, il y a moyen que ça soit en français. Et vous tapez Keroro SGT, parce que c'est Sergent Keroro, et vous aurez les 350 épisodes sur YouTube gratos. Et c'est un peu comme si les Simpsons, ils avaient un alien chez eux. Et c'est le Simpson japonais à mes yeux, et c'est super bien. Et s'il n'y a qu'un seul truc que vous devriez regarder, picorer. Vraiment, il y a 350 épisodes, donc vous pouvez la regarder pendant 5 ans, la série. Mais Keroro, c'est vraiment une œuvre de science-fiction de fou aussi. Et voilà. C'est la fin de cet épisode de Rick and Morty. C'est la fin du podcast Rick and Morty jusqu'à l'année prochaine. Et en attendant, on se retrouvera pour d'autres podcasts, pour d'autres trucs. Et moi, j'ai kiffé faire ce truc-là. Et j'espère que vous aussi, vous avez kiffé. Et je vais sûrement retourner à faire des vidéos courtes, un peu plus stylées, un peu plus travaillées. Et on se retrouve l'année prochaine pour la saison 9 de Rick and Morty. Et après pour la saison 10 qui sera la dernière saison. Et j'espère que l'année prochaine j'aurai des invités. Là, j'ai pas réussi à avoir des invités. Je suis pas très fort pour me faire des amis. Et j'espère que l'année prochaine j'aurai des trucs. Voilà, c'est fini. On va pas finir sur la note. Hey, je suis trop nul pour me faire des amis. En vrai, j'ai une meuf super cool. Et ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Voilà. C'est la fin de cet épisode de Rick and Morty. On va s'arrêter pile poil à 59-59. Du coup, on va attendre un petit peu. Hop, je mets ma main devant le truc.
Et merci à vous d'avoir regardé, si vous avez regardé jusque-là. Et j'espère que vous avez kiffé, j'espère que c'était pas trop fouillis. N'hésitez pas à poster un commentaire. Et si la personne qui passe un commentaire et qui prouve qu'elle a regardé, je lui envoie un cadeau.